Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse pour accueillir, s'il vous plaît, messieurs, dames, Antoine Kornik, skipper Human Immobilier, qui va nous rejoindre sous vos applaudissements. Antoine qui vient de boucler son premier tour du monde après 96 jours de course, un 14 février. Bienvenue Antoine. Installe-toi, Antoine. Bienvenue. T'as l'air un peu hagard, Antoine. Oui, on est d'accord. Jusque-là, tout va bien. C'est vrai ? Prends le micro pour qu'on t'entende bien. Il est devant toi, le micro. Un cookie offert par le partenaire Sodebo. Plaisir d'offrir. Il y a ceux qui t'offrent des fleurs et ceux qui t'offrent des cookies. Ça va ? Bah, c'est à toi qu'il faut demander ça, Antoine. T'as l'air un peu hagard. Non, tu vois bien, je suis cool. Ça bouge un peu ? Grave. Explique-nous, parce que nous, on n'a pas l'habitude en tant que terriens. Bah écoute, quand vous, les terriens, vous montez sur un bateau et que vous avez envie de vomir, eh ben moi, j'ai pas envie de vomir, mais ça bouge pareil. C'est surtout une espèce de sensation, tu vois, où j'ai toujours l'impression que le bateau bouge. Sauf que j'ai plus mon bateau, je suis sur la terre ferme et c'est sûr, elle bouge pas. Donc voilà, mais ça va vite passer. Une petite douche et puis après, ça reparti. Ça sera reparti pour la soirée. Et là, Exactement. Ça bougera, mais peut-être pour d'autres raisons. Mais cela ne nous regarde pas. Allez, on l'a dit, il s'agit d'une conférence de presse. Par conséquent, vous avez l'habitude, chers journalistes. On va vous passer un micro si vous le souhaitez. N'hésitez pas à lever la main. Bienvenue à vous aussi qui nous regardez derrière les écrans. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Antoine, tu l'as dit, presque le premier pied à terre. Tu avais envie d'y retourner. C'était pas assez long. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui t'a manqué pendant ces 96 jours, malgré les avaries, malgré les beaux moments ? Tu voulais quoi en plus ? Bah, en fait, j'étais tellement bien en mer que je trouve que c'est presque pas assez long. J'ai proposé à Hubert qu'on fasse 2 fois le tour et qu'on rentre. Bon, je suis pas sûr qu'il soit d'accord, mais finalement, c'est plutôt bien de dire ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé un super moment sur mon bateau. Il y a eu une vraie harmonie entre lui et moi. C'est devenu mon copain. Enfin, c'était déjà mon copain, mais on a vraiment passé des bons moments. Et puis, faut pas oublier que maintenant, la communication sur nos bateaux, c'est quand même assez extraordinaire. Donc finalement, tu es tout seul, mais tu arrives quand même à avoir ta famille au téléphone. On a vu que j'envoyais beaucoup d'images. Donc on est quand même en contact avec la Terre. Donc c'est pas comme la première édition. C'est quand même plus simple, je pense, mentalement, quoi. Forcément, ça évolue. Alors justement, puisque tu parles de ton bateau, tu disais tout à l'heure, c'est un super copain, c'est même un confident. Ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que ça a été ma maison, mon refuge, mon protecteur, mon confident pendant un peu plus de 3 mois. Il m'a bien fait comprendre quand je le martyrisais qu'il fallait que j'arrête mes bêtises. Voilà, une voile cassée, des choses comme ça. Donc voilà, on commence à être à l'écoute complet. C'est assez hallucinant, c'est qu'on navigue quand même beaucoup avec nos bateaux. Il faut imaginer que le parcours de qualification est assez grand pour partir sur un Vendée Globe. Donc on a au moins 2 transats par an et puis d'autres courses. Et ben là, j'ai entendu des bruits nouveaux sur mon bateau. Je sais pas si c'est bien, mais ouais, il y avait des bruits nouveaux, des sensations nouvelles sur le bateau. Il se comportait différemment. Si je matossais pas correctement, alors matosser, pour ceux qui savent pas, c'est tout le matériel qui est à bord de nos bateaux. Ils sont pas fixes, on les bouge pour la stabilité du bateau. Et c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu employé, mais c'est assez dur physiquement de le faire tout le temps. Mais voilà, mais j'ai ressenti le bateau qui me disait merci
de lui mettre du poids un peu plus derrière quand on était dans l'Indien là, et que la mer était vraiment dure et que le bateau plantait. Il était content que je lui mette 500 kilos au niveau de ses fesses. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Il me l'a rendu 1000 et 1000 fois puisqu'il m'a ramené au sable. Oui. C'est une vraie histoire de couple, finalement, entre un bateau et son marin. Une histoire qui a commencé bien avant. C'est un bateau de 2005-2006 que tu as récupéré, qui était à l'abandon. Ça veut dire que c'est une belle histoire aussi, tous les deux. Ouais, depuis longtemps. Faut imaginer que ce bateau-là a été construit pour le Vendée Globe 2008. Le bateau a chaviré en Nouvelle-Zélande. Et le bateau a été quasiment, on va dire, à l'abandon depuis. Donc c'est le plus vieux bateau de sa flotte, mais c'était son premier tour. C'est quand même dingue. Et ouais, c'est une vraie histoire. C'est un bateau sur lequel j'ai beaucoup investi de temps, peut-être des fois trop. J'ai un peu trop délaissé ma famille, tu vois. On fait un peu le bilan aussi en mer de tous ces trucs-là. Mais bon, ça m'a permis de revenir au sable et vraiment de profiter à fond de ce bateau, parce que je ne sais pas si je vais le garder. Le bateau est à vendre, on peut se voir après la conférence. Mais non, il fera le bonheur d'une nouvelle équipe, c'est sûr, parce que c'est vraiment un super bateau sur lequel on a passé vraiment beaucoup de temps et voilà, son premier tour du monde pour un bateau de 2005. Je suis très fier de l'avoir fait avec lui. Et grâce à toi, il a terminé un tour du monde. Et ouais, un partout, la balle au centre. On relance le match pour 2028. Il s'agit d'une conférence de presse, par conséquent, on va revenir un petit peu sur ton parcours, notamment, tu l'as évoqué depuis que tu es arrivé, mi-décembre, cette opération commando après une avarie sur le rail de ta grand voile. Tu t'arrêtes donc à l'île Saint-Paul en Australie. Tu montes 5 heures au mât. Raconte-nous, encore une fois, pardon, nous les terriens, on a du mal à se rendre compte. Un mât, c'est haut. Mets-toi à l'aise. Depuis combien de temps tu ne t'es pas lavé? Ça fait partie des... Ma dernière douche, c'est 1 semaine avant l'équateur. Reste à savoir quand est-ce qu'il a passé l'équateur. A priori, c'était pas hier. Il suffit de regarder les cheveux, tu vois, c'est un peu le bordel. Une belle chevelure. Donc, la question, c'était le problème du rail et Saint-Paul. Raconte-nous, effectivement, ces 5 heures en haut du mât. Déjà monter au mât, c'est une aventure. Y rester 5 heures, c'en est une autre. Faut rien oublier. Parce que monter, descendre, c'est vraiment dur. C'était pas facile. Le plan était fait dans ma tête. J'ai mis quasiment 5 jours à rallier Saint-Paul avec juste une voile d'avant. Et donc voilà, prise de mouillage. Et puis il a fallu se préparer. Donc on monte comme des alpinistes. Hein. Vous avez vu, on a des baudriers avec des systèmes pour monter. Sauf que il fallait que je monte avec une visseuse, une taraudeuse, une disqueuse, plus les pièces diverses et variées, parce qu'il a fallu couper un bout de rail pour pouvoir après le remplacer. Il a fallu roder pour pouvoir fixer ce rail, etc. Donc c'était une épreuve qui était assez dure, parce que si vous mettez ça pas droit, ça monte plus. Donc c'était pas le but. Donc il faut vraiment prendre son temps. Et là-haut, ça bouge beaucoup. C'est con, hein, mais ça bouge beaucoup. Et puis le mouillage à Saint-Paul n'était pas hyper safe. Il y avait des grosses bourrasques. Il y avait des rafales à plus de 40 nœuds à Saint-Paul, 80 km/h de vent pour les terriens. Et donc le bateau partait de droite et gauche, et donc avec le vent, le bateau bougeait énormément. Il faut que vous imaginiez que nos mâts que vous voyez là, c'est des mâts qui font 30 mètres de haut, qui sont assez larges, et ça fait quasiment 20 mètres carrés.
Donc en fait, 20 mètres carrés, prenez un morceau de toile de 20 mètres carrés, allez dans le vent et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez vous envoler. Donc en fait, les bateaux bougent et quand vous êtes là-haut, donc j'étais harnaché de partout et puis voilà. Donc j'étais monté avec de l'eau et puis du lait Nestlé concentré sucré parce que c'était une grosse épreuve physique et il fallait pas lâcher. Je voulais surtout pas descendre pour remonter, ce que j'ai été obligé de faire, mais c'était pas le plan du départ. Et donc voilà, avec ce mot qui est ressorti, j'avais un rail et j'ai pu repartir de Saint-Paul sous Trois-Riz pour pouvoir me reposer. Voilà, j'ai passé quasiment 24 heures sous Trois-Riz et une petite voile d'avant. Et puis après, je suis reparti en course. Et c'était super parce que sinon c'était l'Australie et il était hors de question que j'abandonne parce que c'était pas dans mes plans. Oui, c'est ça. À aucun moment tu t'es dit j'abandonne. Je pense que personne veut abandonner, c'est hyper dur d'abandonner. On a mis tellement d'efforts, on a tellement de gens qui nous soutiennent, je ne parle pas forcément de nos partenaires du bateau, mais tous les potes, tout ça, qui vivent aussi ton projet, etc. Tu penses beaucoup à eux et ça te motive encore plus pour arriver à finir cette réparation et repartir en mer. Et ça te motive vraiment. Et c'est hyper dur d'abandonner. Je connais personne qui aime ça. Et on a forcément une pensée pour ceux qui ont abandonné sur Vendée Globe et pour qui c'est évidemment très dur. On va poursuivre sur la course. Le 22 décembre, te voilà sous la Tasmanie. Tu subis des violentes dépressions, aux côtés notamment d'Éric Bellion. Tu le disais, comment tu gères à ce moment-là? Tu es dans des rafales de 80 nœuds. Écoute, c'était une très belle tempête. Alors, faut pas imaginer qu'on va là-dedans par plaisir. Je défends quiconque d'aller rencontrer des conditions comme ça. C'était extrême, c'était d'une beauté extraordinaire. C'est un de mes plus beaux souvenirs du Tour du Monde. C'est assez incroyable de dire ça, mais c'était tellement beau. Mais c'était tellement puissant. Ce qui était assez extraordinaire, c'est de faire corps avec le bateau et de ce binôme assez incroyable. C'était très flippant, c'était excitant, c'était beau. Il y a un moment donné où je me suis demandé quand même que si je cassais une pièce, comment j'allais faire, parce que c'est vraiment des conditions très très extrêmes et c'est pour ça qu'il faut que les bateaux soient vraiment très très près. Et voilà, j'ai passé quasiment 72 heures dans la tempête. C'est long, hein, 72 heures. Je vous laisse imaginer, hein, on mange, on fait ce qu'on a besoin, etc. Donc c'est un moment assez incroyable, mais c'est tellement dangereux que la moindre défaillance peut devenir complètement critique en fait. C'est-à-dire que là tu remercies ton équipe, tu remercies toutes les heures que tu as passées sur le bateau, parce que si là ça part en cacahuète, je peux vous dire que ça part vraiment en cacahuète. Il y a Michel Desjoyaux qui disait quand tu as une embrouille, il faut essayer de la régler au plus vite parce que sinon ça s'accumule et puis ça continue et puis une embrouille en entraîne une autre. Et là tu te retrouves dans des conditions où si là il y a une embrouille, bon voilà, là c'est vraiment la cata, hein, tu démates. Mais là, démater dans ces conditions-là, j'imagine même pas. Donc voilà, c'était vraiment très très beau, très très excitant, mais très très dangereux et ça s'est bien passé. Et on est heureux de ça pour toi. Merci pour ce partage, Antoine.
Et justement, face à toutes ces galères et ces émotions, est-ce que c'est une question de Pascal Telvin qui est derrière les écrans, est-ce que tu avais un préparateur mental et physique avant et peut-être pendant? Alors j'ai eu une préparatrice physique qui était tout à l'heure sur le ponton, et puis on a démarré il y a 1 an, elle est là, Hélène, une préparation mentale. Moi j'ai été contre. Il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Donc Hélène m'a contacté. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc on a pas mal travaillé, pas assez à son goût. Et je pense que les peu de fois où on a pu discuter et mettre des choses en place, ça m'a aidé. Ça m'a quand même aidé à, justement dans ces phases un peu critiques, à essayer de remettre un peu, tu vois, les axes de priorité. De ne pas s'emballer, de vraiment essayer de régler les choses les unes après les autres. Et ouais, c'était bien. Merci Hélène de m'avoir accompagné sur ce tour. Écoute, j'espère qu'il y aura le prochain. Voilà. C'est dit. Et justement, puisque tu parlais de préparateur mental, on se souvient aussi de ces vidéos après ces tempêtes, après cette avarie en haut du mât, où le moral est un peu bas. Comment tu gères à ce moment-là? Alors pour ceux qui me connaissent, j'ai dit beaucoup que nous sommes bipolaires en mer. En fait, on a un tel état de fatigue qu'on passe de l'euphorie à une tristesse telle, mais en l'espace de 3 minutes. Donc vous pouvez autant recevoir une vidéo où vous te dites oh, putain, s'il trouve une ficelle, il va se pendre. Et puis je peux refaire une vidéo 5 minutes après où tu te dis mais putain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé un cheesecake avec des trucs qui font rire, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ce fil où en fait on fait comme ça, bing, bang. Et voilà, il faut essayer de... Et tout le travail qu'ont nos préparateurs, que ça soit physique ou mental, c'est-à-dire que notre fatigue physique joue sur notre mental et inversement. Et donc on essaye en permanence d'upgrader ça dans notre préparation. Et donc, ouais, on peut me voir. J'ai eu le temps depuis 48 heures pour regarder 2-3 vidéos que j'avais envoyées, dont une vidéo quand je perds ma voile au début de l'océan Indien. Et c'est vrai que cette vidéo, elle fait à moitié peur parce qu'on a l'impression que je suis vraiment au fond de la gamelle. Et en effet, au moment où je fais la vidéo, je suis vraiment au fond de la gamelle. Mais je sais pas, 3 minutes après, c'est fini en fait. C'est vraiment ce côté bipolaire. Dans les mois aussi, ça a été bipolaire, c'est-à-dire que décembre a été dur, janvier aussi, mais un peu moins. En tout cas, ça a bien commencé. Il y a eu tes 45 ans, et puis le passage du Cap Horn. Ça, c'est 2 moments forts. C'est le Cap Horn que tu attendais. Ouais, ça fait 20 ans que je veux aller voir ce caillou que j'ai pas vu. Voilà, super. Tu te fais 60 jours de mer, putain, tu le vois pas le bordel. Écoute, faut que j'y retourne. Ouais, le passage du Cap Horn, c'était un peu la délivrance aussi de toutes mes embrouilles des mers du Sud. Voilà, c'est dur. Le Sud, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai rencontré dans l'océan Indien. Je me suis fait découper dans l'océan Indien, mais un truc de malade. Et puis le Pacifique où on m'a dit tu vas voir, la mer est monstrueuse. Putain, je l'ai pas vue quoi. Et je me suis tapé un anticyclone pendant 14 jours au près dans les 50e par -12. Après j'ai réattaqué avec une dépression qui m'envoyait des vents du sud. Donc il faisait encore moins 8000. Et voilà, donc le Cap Horn, c'était vraiment un peu la délivrance, mais un peu la tristesse aussi, parce que c'était la fin des mers du Sud. Et c'est assez, ce qui était assez incroyable quand j'ai passé le Cap Horn, c'est que j'ai jamais vu autant d'albatros. En fait, j'ai vu, on m'a toujours dit les albatros, c'est tout seul, c'est tout seul. Et ben, en effet, tu sais pas pourquoi, il y en a un derrière ton bateau qui reste là 3 jours.
Et là, putain, quand j'ai passé le Cap Horn, t'avais l'impression que tous les albatros étaient là pour te dire au revoir et te dire, bah, putain, mais pourquoi tu restes pas, quoi. Et puis voilà, et puis t'as ce plaisir de tourner à gauche, de remonter. Eric avait abandonné aux îles juste après, aux îles Falkland. Et c'est un endroit que j'aimerais bien aller découvrir. Par avion, j'ai demandé à mon épouse de regarder un petit peu parce que je pense que c'est magique. Ça a l'air d'être vraiment très très beau. Et donc voilà. Mais le Cap Horn, ouais, c'était assez incroyable. N'hésitez pas, chers journalistes, si vous avez des questions. On parle du Cap Horn. Au même moment, eh bien, les premiers arrivent. C'est une question de Pascal Thévenin. Quand tu voyais les arrivées au sable, est-ce que le temps t'apparaît plus long ? Non, parce qu'on le savait dès le départ, etc. Mais on ne pensait pas que Charlie irait aussi vite. Hein. La prochaine fois, je le couperai les foils. Non, c'est une performance que j'ai hallucinée. Alors moi, j'ai pas suivi trop cette partie-là de la course. Voilà, il y a Johan qui m'a envoyé un message en mer, et puis je lui ai envoyé un message aussi pour le Cap Horn. Mais par contre, quand je les ai vus arriver, j'étais là, waouh, 62 jours, c'est ça ? Ouais, ça pique. Hein. 4, ouais. Je ne sais pas si on va le battre demain matin, hein, parce que là, c'est vraiment assez incroyable ce qu'il a fait. On savait très bien que Charlie était très très fort, on savait très bien que devant, ça allait jouer très très fort. Je me suis trompé, moi, j'avais mis quelqu'un d'autre vainqueur. Voilà, mais je suis très heureux pour Charlie. Il le méritait, il a fait deuxième il y a 4 ans. Là, il le gagne sans conteste. C'est vraiment un grand bonhomme et c'était vraiment incroyable. Et puis bah, nous, on s'est battus derrière. Il y a eu beaucoup de bons moments. Je pense que c'est au public qu'il faut demander si entre la grosse technologie devant qui a été très très vite, etc. Et puis nous là qui arrivons, on va dire entre la 15e et puis bah, pour le moment je suis le 28e, ça les a fait rêver aussi, je pense qu'il y en a pour tout le monde. La réponse du public. Un public d'ailleurs que tu as traité de fou. On dit que les skippers du Vendée Globe sont fous, mais toi tu dis que c'est le public du Vendée Globe qui est fou. Non mais je sais pas, il fait moins de 12, ils sont tous là, et le coin du feu chez vous avec une petite bouteille de vin pour fêter le 14 février, hein, la Saint-Valentin. Non, vous venez voir un mec bizarre. Ils sont tous amoureux de toi aujourd'hui. C'est un amour inconditionnel pour toi aujourd'hui, Antoine. Antoine, on va parler aussi un peu de nourriture. Beaucoup nous ont dit qu'ils avaient un peu cramé leur bon truc sucré très tôt, très rapidement. Toi, l'ancien restaurateur, comment t'as géré ça avec 96 jours de course ? Je m'y suis filé, mais grave. J'ai pas quitté le sachet journalier. Je voulais pas. Je savais que si... Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu vois, c'est comme le cookie, là. Tu vois, tu commences... Et puis tu fais non. Et puis après tu fais ouais. On m'a dit que c'est Romain, je crois, qui a fini à manger pendant 1 mois tout ce qu'il détestait. Non, voilà, j'avais mon sac journalier et j'avais un sac pour 10 jours, je crois. Et dans ce sac pour 10 jours, j'avais un sac que j'ai appelé plaisir. Alors bon, il y avait un peu de chocolat, deux, trois bêtises comme ça. Mais je m'y suis filé. Mais là, j'ai encore assez de nourriture pour retourner à Capton. Bon, on y retourne. Bon, j'ai plus de gaz, mais... Si on parle aussi d'humidité, c'est un gros problème pour toi, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du bateau. Tu nous avais confié avant de partir que tu avais pris plusieurs paires de bottes, plusieurs paires de cirés et des dizaines d'éponges. Comment ça s'est passé ? J'ai une fuite à une ballast. Aïe, aïe, aïe. Écoute, côté bâbord du bateau, ça a été très sec, donc c'était plutôt sympa. Tribord, beaucoup dans l'eau, voilà. Et puis j'ai une fuite à
un Veranki qui m'a embêté un peu pendant ce tour du monde, mais finalement je m'en suis pas trop mal sorti. Mais ouais, je déteste l'eau à l'intérieur des bateaux, c'est hyper dur. Quand t'es dehors en ciré, ils sont faits pour. Mais putain, quand t'es à l'intérieur, que t'es avec tes chaussettes et que tu fais un truc et que tu marches dans l'eau et que tu fais ouais, putain, je déteste l'eau. Une question, Anna, à nouveau de Pascal Thévenin qui te demande, tu dis que tu vas revenir dans 4 ans, est-ce que tu reviendras avec un bateau à foil? Alors j'espère revenir dans 4 ans, c'est un de mes souhaits. Oui, j'aimerais que le projet parte sur un foiler. Maintenant j'aimerais bien discuter un peu aussi avec Jean et parce que je pense que leur bateau, c'est aussi peut-être pas mal pour un tour. Voilà. Mais je vais me laisser porter, rentrer, me reposer, et puis surtout faire ce que j'ai pas fait pendant très longtemps, c'est-à-dire d'en discuter en famille et de prendre les décisions à deux. J'ai pris beaucoup trop de décisions tout seul, et maintenant quand on rentre d'un tour du monde, on a un peu changé, je pense, et je voudrais changer dans ce sens-là et passer un peu plus de temps avec mon épouse et prendre des décisions, parce que c'est très chronophage, un Vendée Globe. Je sais même pas si vous pouvez imaginer comment c'est dur, ces projets, et j'ai pas l'intention de perdre ma femme et mes enfants, donc si je repars déjà, ça sera avec leur accord. Et ce qui est sûr, c'est que ça sera une vraie décision de famille. Voilà, j'ai 45 ans, j'ai fait mon tour du monde, j'ai mis 20 ans, donc maintenant je peux réfléchir pour faire les choses un peu plus sereinement et facilement. Quelle déclaration! Et on n'a pas besoin d'attendre le 14 février pour de telles déclarations. Allez, on va bientôt terminer cette conférence de presse. Une question de Lola, toujours la même. En 3 mots, comment tu pourrais résumer ton Vendée Globe? Yes, we can. On a déjà connu Jean Le Cam qui était d'ailleurs sur l'eau pour t'accueillir. 3 mots, qu'est-ce que... 3 mots, putain. Cette question, quoi. 3 mots... C'est trop dur à choisir 3 mots. Je parle trop déjà, mais peut-être juste un seul qui serait magique, essentiel. Ça fait 2. Et le troisième reposant. Bon, moi, ça vous fait rire. Allez, on va terminer sur ce mot magique. Merci de nous avoir fait vivre ce Vendée Globe, ton premier Vendée Globe que tu as fini un 14 février à 14h02. Canon, bravo pour ce hasard des chiffres. Merci Antoine Cornic. S'il vous plaît, 28e de ce Vendée Globe, qui va pouvoir profiter aussi de sa famille, parce que vous l'avez compris, une aventure, eh bien, ça se fait ensemble. Merci Antoine, profite. Et le public pourra te retrouver demain soir à 18h30 au VNB, au Sable d'Olonne, pour le Finisher Club. Vous pourrez lui le prendre en photo, lui poser des questions et évidemment demander des autographes. Merci Antoine.